Hello hello! Au programme aujourd'hui, on va parler de l'importance du personal branding, des choix parfois difficiles qu'on doit faire pour créer un business au service de sa vie et de la création de communautés digitales. L'avantage, c'est que je ne suis pas seule pour évoquer tous ces sujets-là, je suis accompagnée par Emeline. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à toi pour la proposition. Je suis trop contente d'être là. Trop contente de pouvoir papoter avec toi sur tous ces sujets-là. Ce qui est rigolo, c'est que quand je t'ai connue, tu venais de créer un réseau d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, donc Tapote Freelance, que tu as animé et que tu as développé jusqu'à atteindre 350 membres. Assez fou, trop cool. Ensuite, tu as créé une agence de talent pour les femmes entrepreneurs et là, tu es sur un truc un peu plus large en train d'aider les entrepreneurs à développer leur entreprise, à développer leur activité de manière cohérente et alignée avec qui ils sont. Tout à fait. Plein de sujets, plein de trucs dont on va parler ensemble, j'ai trop hâte. Je sais qu'on aura plein de choses à se dire et je sais aussi qu'on est aligné sur plein de sujets. Oui, on a eu quelques petits extraits de conversation en off, je pense qu'on a plein de choses à se dire sur des réflexions communes qu'on a en ce moment, je pense. Carrément, je pense qu'on est complètement dans la même vibe, donc ça va être trop intéressant. Merci d'être là. Et du coup, je me suis noté quelques petites questions, mais l'idée, c'est vraiment une conversation. T'as ton petit thé, t'es posé, t'es bien? Très bien. Trop chouette. Et bah écoute, on est parti. Peut-être qu'une des premières questions que je voulais te poser, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avec plaisir. C'est, pour toi, c'est quoi créer un business au service de sa vie? Est-ce que ça te parle et comment ça te parle? Ouais, carrément, ça me parle de fou. Et je pense que, tu vois, tu m'aurais posé la question justement au début de mon activité, j'aurais certainement pas répondu la même chose. On va dire que j'ai intégré ça par l'expérience, tu vois. Et aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout respecter son énergie. Pas tant une question de temps, par exemple. On a souvent cette notion de travailler peu pour gagner plus et genre vraiment obsession du temps, de l'optimisation du temps et de son emploi du temps et voilà. Mais en fait, je trouve que le truc le plus puissant, c'est d'optimiser vraiment où on met son énergie, que ce soit autant dans le pro que dans le perso. En fait, que tous les moments et toutes les activités auxquelles on adonne de l'énergie soient pour quelque chose qui compte. En fait, pour moi, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est l'intention. En fait, pourquoi je fais ça et du coup mettre mon énergie au bon endroit par rapport à mon intention. Exactement. Le pourquoi et qu'est-ce que je vais en retirer aussi. En fait, aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus héroïste, tu vois, de tout, en fait, même de ce qui ne concerne pas le business, mais du coup aussi en business. Parce que j'ai plus envie, en fait, de gaspiller finalement mon énergie et mon temps aussi, bien sûr. Mais avant tout mon énergie dans quelque chose qui, en fait, ne me rapporte rien. Et là, je ne parle pas forcément en termes d'argent, hein, mais de manière générale, qui n'est pas un bonus pour moi, en gros. Et du coup, dans cette lignée-là, est-ce que tu as dû des fois faire des choix difficiles, que ce soit en pro ou en business, pour rester aligné et justement à un moment tu t'es rendu compte, ok là ça va plus et donc je me sens contrainte de faire un choix. Est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, carrément. Okay. Plein de fois. Je pense que les plus parlants, t'en as rapidement parlé, mais la fin de TPF, donc Tapote Freelance. Ça faisait 4 ans que je développais cette communauté-là et forcément c'était ma première vraie boîte. Voilà. J'avais une associée qui m'avait rejoint en cours de route et puis voilà, j'y avais passé beaucoup de temps, d'énergie et donc forcément il y avait un attachement particulier à cette boîte-là et aux membres aussi parce qu'en fait c'était un business très humain finalement. Donc il y avait un vrai lien avec les membres, on savait qu'on créait du lien entre les membres aussi, donc se dire que en fait, potentiellement ça va s'arrêter. Il y avait un côté un peu pincement au cœur, quoi. Et à la fois, justement, que ce soit pour mon associé comme pour moi, en fait, c'était plus aligné. Et on avait envie d'autre chose, d'un point de vue business, mais pas que, justement, en fait, au niveau de l'impact que ce business-là avait dans nos vies perso, ça ne matchait plus, en fait. Et ça ne matchait pas la vision qu'on avait à long terme de la vie qu'on voulait construire, les business qu'on voulait construire et tout. Et donc, on s'est dit, bien sûr, il y avait toujours l'option, et je pense qu'elle existe toujours, de faire évoluer un business déjà existant pour le réaligner et de pas forcément tout stopper. Mais là, il y avait trop d'éléments, tu vois, à réaligner et qui auraient fait qu'en fait, c'était plus du tout le même business à la fin. On avait toutes les deux l'envie d'autre chose, on s'est dit autant arrêter et faire chacune ce qu'on a envie de notre côté. Cette décision-là a été quand même hyper difficile à prendre, même en termes de la peur de décevoir, tu vois, le regard des autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont perçu ça comme un échec de l'extérieur, alors que moi ça a été une renaissance juste et genre je vois pas du tout ça comme un échec. C'est super intéressant. Ouais. Mais du coup, de l'extérieur, il y a des gens, tu vois, qui sont revenus vers moi, genre quelques mois plus tard, alors ça va, tu sais, comme si j'étais forcément genre en deb total, alors que moi je vis ma best life depuis que j'ai arrêté. Et en fait, la vérité, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments difficiles pendant ces 4 ans-là.
Je me rendais pas tant compte que ça quand j'étais dedans, justement à quel point c'était pas aligné, à quel point ça drainait mon énergie et tout. Et en fait, c'est depuis que j'en suis sortie où je me dis waouh, mais je veux jamais retomber dans un truc qui me draine autant d'énergie pour aussi peu de résultats. Donc là, on en revient au ROI aussi, mais pour aussi peu de résultats, que ce soit financier, que ce soit en termes de temps, j'avais plus de temps du tout, l'espace mental, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de bande passante. Donc en fait, vraiment, ça me prenait tout. Et ça m'a apporté beaucoup quand même en termes de rencontres, d'humains. Enfin, là-dessus, c'était hyper enrichissant et c'est bien pour ça que j'ai tenu 4 ans, tu vois. Mais il y avait trop dans la balance de choses qui s'envolaient, entre guillemets, là-dedans, pour, à mon sens, pas assez de retour concret, tu vois, genre en termes d'argent, de temps, et du coup de pouvoir construire vraiment la vie que je voulais. Bah là, ça bloquait, quoi. C'est intéressant. Et là, tu parles de construire la vie de rêve, la vie que je veux. J'imagine qu'il y a eu une vraie différence entre le moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, où tu as eu le déclic, où là, tu as peut-être une certaine vision de ta vie de rêve, et ensuite la vie de rêve que tu as maintenant. Est-ce que tu arriverais à nous faire un peu un avant-après, de dire, voilà, quand je me suis lancée, mon déclic pour devenir entrepreneur, c'était ça, et 4 ans, 5 ans, 6 ans après, pourquoi j'ai switché? Ouais, je sais, je pense que je sais exactement. Le détail, il tient dans ma vision de l'argent. Je pense que c'est mon rapport à l'argent qui a le plus switché. En gros, quand je me suis lancée, j'ai toujours voulu avoir un impact de manière, plus sur les humains, tu vois. Je parle pas d'un impact écologique ou quoi, mais genre vraiment avoir du sens et tout ça. Ça m'a toujours drivé. Et en fait, au moment où je me suis lancée, mon rapport à l'argent, c'était l'argent c'est mal. Bon voilà, on connaît toutes les croyances qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie et puis tu peux pas gagner des milliers, des cents. Enfin, il y avait beaucoup de plafonds de verre et tout. Et surtout, j'opposais le fait d'avoir des valeurs éthiques, d'avoir un impact positif sur le monde, etc. et le fait de gagner beaucoup d'argent. Pour toi, c'était pas compatible de faire les deux? Ouais. Enfin, en fait, c'était émotionnellement, en fait, j'avais des croyances ancrées dans ma tête, genre les riches, c'est les méchants. Et enfin, tu vois, il y avait beaucoup de choses comme ça qui venaient de mon passif et tout. Et donc, en fait, j'avais des croyances comme ça ancrées, ce qui faisait que je m'empêchais de gagner trop d'argent, parce que sinon, j'avais l'impression que ça rentrait en contradiction avec mes valeurs, que les gens allaient penser que finalement, j'étais intéressée plus par l'argent que par mes drivers, etc. Donc voilà, pour te faire le tableau de base, c'était ça. Et en fait, en avançant au fil de mon parcours, je me suis rendu compte, et c'est là que ça a switché, que le meilleur moyen d'avoir un gros impact, c'est d'avoir de l'argent, de la visibilité, parce que c'est là que tu impactes le plus de monde, que tu peux faire le plus de choses en fait. Et en fait, maintenant avec le recul, je me revois au moment où j'avais 0 moyen. Je n'impactais pas grand chose, mais parce que juste je devais déjà survivre moi. Donc en fait, je pouvais pas m'occuper des autres et aider qui que ce soit. Et donc en fait, maintenant, en ayant beaucoup plus de flexibilité de manière générale sur mon temps, sur mon énergie, sur mon argent et tout, je peux aider beaucoup plus quelqu'un qui me demande de l'aide là et qui en a vraiment besoin. Voilà, je peux l'aider gratuitement, ou je peux prendre le temps d'aller faire une action si je veux. Enfin, et en fait, je me rends compte que le meilleur moyen d'avoir de l'impact, c'est d'avoir de l'argent. Donc maintenant, je suis en mode full thune, tu vois. Genre, mon rapport à l'argent, il a switché. J'adore te dire, en fait, je suis partie de là. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu un enchaînement de déclics. Et en fait, tu as complètement changé de posture. Ah, de ouf. Et c'est ultra intéressant, je trouve, de l'assumer. Parce que je trouve qu'en France, et notamment en tant que femme, il y a quand même un rapport à l'argent qui peut être compliqué et on a du mal des fois à assumer de dire en fait je veux de la moula, en fait je veux de l'argent. Exactement. Et c'est ok pour mes valeurs, pour effectivement ce que je veux transmettre au monde, etc. Et du coup je trouve ça trop chouette et très intéressant de dire en fait aujourd'hui mon objectif c'est ça, mais pas tant pour l'argent en tant que tel que pour l'impact que ça me permettra d'avoir. Exactement, c'est un outil en fait. Exactement. Et vraiment maintenant je vois ça comme un levier pour amplifier justement des belles valeurs, des belles actions et tout. Et en fait c'est juste surpuissant pour ça, tu vois. Et j'entends trop de personnes en coaching me dire non mais moi je veux juste vivre de mon activité. Alors déjà bon, vivre de son activité ça veut tout et rien dire, donc la question c'est toujours c'est-à-dire. Mais au-delà de ça, c'est que en fait souvent ce qui est mis derrière ça c'est juste avoir le strict minimum pour ce dont j'ai besoin pour vivre et pas plus et machin. Et en fait dès que je creuse, souvent c'est des femmes, et dès que je creuse en fait, non, dans leur vie de rêve elles ont beaucoup plus d'argent que ça, et pour impacter, et pour elles, et pour leurs proches, etc. Mais il y a effectivement une vraie question de l'assumer, tu vois. Et déjà même auprès d'elles, avant même de l'assumer auprès des autres. Donc c'est un chemin, mais tu vois, moi il m'a fallu 5 ans pour l'assumer, et maintenant tout le monde sait que genre, j'ai aucun souci, tu vois, j'en parle hyper librement, et tout le monde sait que je veux faire de la thune, mais je pense pas que ce soit, enfin je sais pas, tu me diras comment c'est perçu, mais j'ai pas l'impression en tout cas que ça ait, tu sais, changé le regard des gens sur moi, contrairement à ce que tu aurais pu penser avant. Ouais, ce que j'aurais pensé avant et ce qui me faisait peur, tu vois.
En fait, j'ai l'impression qu'en t'écoutant, que l'intention elle a été la même depuis le début, à savoir construire un business qui sert mes envies, qui répond à une cause, à un engagement, à une envie que j'ai. Et que ça, c'était présent dès le début. C'est juste que ton business a changé, parce que ton envie a changé, ta vision a changé. Complètement. Ouais, complètement. Et je pense que ce qui prenait encore plus de place au début qu'aujourd'hui, c'était aussi la révolte. Le côté sortir des cases, vraiment... je veux pas de vos... Enfin, c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois, mais aujourd'hui, voilà, je pense plus, maintenant que j'ai un peu plus justement de moyens d'action et d'impact, bah, je pense aussi plus à ce côté-là. Mais à l'époque, c'était juste viscéral de je peux pas suivre le chemin existant, je peux pas, genre... coller à vos codes et tout, c'était viscéral de tout envoyer chier, de montrer comment on peut faire autrement et tout. Il y avait vachement ce truc-là aussi qui m'a drivé au départ. Ok. Un autre sujet qu'on a en commun, toi et moi, c'est le personal branding. Ouais. Ça, c'est un sujet que toi, tu explores beaucoup. Et là, ça m'a fait penser à ça parce que du coup, tu sais forcément ta construction et l'identité que tu affiches en tant qu'entrepreneur qui a beaucoup évolué ces dernières années. Comment, toi, développer ton propre personal branding, ça t'a aidé à développer tes projets, que ce soit ta communauté de freelance ou aujourd'hui les projets que tu mènes? Est-ce que j'ai une prémisse de réponse, mais qu'est-ce que tu arriverais à nous transmettre un peu l'impact que ça a eu pour toi? C'est sûr, ça a eu un impact de fou et je vais donner des exemples concrets. Mais je veux bien préciser que dès le début, c'était forcément au début tu démarres, il n'y avait pas de grosse audience. En fait, on pense personal branding, on pense direct à t'as une grosse audience, t'es quelqu'un de connu et tout. Au début, j'ai été nobody comme tout le monde. Voilà. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas du tout une énorme audience. Je suis encore relativement nobody, même si parce que j'ai développé un réseau plus dans la vraie vie, je connais pas mal de monde et tout. Mais en soi, j'ai pas une grosse audience. Donc vraiment, voilà, je veux préciser ce truc-là parce que voilà, je veux pas que ce soit directement associé au fait d'avoir une grosse audience. Et exemple concret, moi au démarrage de TPF, donc avant ça j'étais freelance en rédaction web et j'avais juste un petit compte Insta sur lequel j'avais 600 abonnés que j'avais depuis 6 mois ou un an, je sais plus. Et voilà, 600 abonnés. Alors certes, c'était 600 abonnés hyper engagés et tout, mais c'était beaucoup de pairs finalement, évidemment, comme souvent. Et quand j'ai lancé TPF, donc j'ai eu l'idée dans la nuit et je l'ai lancé le lendemain, enfin en mode coup de tête comme tout ce que je fais. et en fait, c'est parti de juste, j'ai publié, donc j'ai créé un compte Tapote Freelance avec 0 abonné du coup, et j'ai juste publié un post sur ce compte à 0 abonné et que j'ai repartagé dans ma story où il y avait que 600 abonnés, tu vois. Et de ça, le post a pété. Alors, sur un compte qui avait 0 abonné, tu vois. Et genre, tu te dis c'est lunaire. Mais en fait, grâce à quoi? Grâce au fait que j'avais déjà un personal branding sans même l'avoir conscientisé sur mon compte à 600 abonnés, parce qu'en fait, ça faisait 6 mois, 1 an, enfin, entre les deux, que je partageais tous les jours en story, que je partageais... Et le personal branding, c'est pas juste montrer sa tête, enfin, toi tu le sais, mais voilà, je le répète parce que c'est trop important. Il s'agit pas de montrer sa tête, il s'agit surtout de montrer sa vision du monde, son approche de son métier, des opinions, etc. Et c'est ça la vraie vulnérabilité, c'est d'oser, je trouve, affirmer ses opinions, sa vision et tout, parce qu'on sait que ça peut être challengé par tout le monde parce que on a tous des visions différentes et donc voilà. Et du coup, c'est ça qui est, je trouve, le plus dur dans le personal branding, bien plus que des fois que montrer sa tête. Et en fait, moi, c'est ce que je faisais de fou à l'époque parce que j'étais beaucoup dans ce truc de révolte et tout. Donc en plus, il y avait des trucs très tranchés, voilà, d'engagement, etc. Et donc forcément, ça a réuni une micro-communauté, enfin une micro-audience, mais très soudée, très connectée à moi et tout. Et donc en fait quand j'ai lancé TPF, déjà là exemple concret, rien que le fait que j'ai cette mini base de personal branding à l'époque a permis de faire diffuser le post directement. Et ce post, alors qu'il y avait 0 abonné sur le compte, je sais plus, il a genre 300 commentaires, 400 likes, il a été repartagé genre des dizaines ou centaines de fois, enfin c'était un truc de fou quoi à l'époque. Et voilà, et donc ça c'est un exemple concret de déjà l'impact que ça a eu alors que ça faisait que 6 mois que je le faisais et que j'avais que 600 abonnés, tu vois. Et depuis, je dirais que ça m'a surtout permis de naviguer, rebondir dans l'écosystème parce que comme tu l'as dit, j'ai aussi testé un modèle agence depuis la fin de TPF et puis maintenant je suis coach à la fois, moi de mon côté j'ai un bootcamp et je fais du one-one en one-shot et à la fois dans des programmes aussi. Et en fait, le fait de pouvoir jumper comme ça d'une activité à l'autre, c'est clairement grâce à mon personal branding et mon réseau. Il y a les deux qui se cumulent. Mais c'est vraiment grâce à ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont venir m'appeler. Ah, mais est-ce que tu peux venir intervenir dans mon programme et tout? Parce que, en fait, comme je partage tous les jours en story Insta et après, plus ou moins régulièrement sur, à l'époque, LinkedIn et puis un peu Insta, en fait, les gens savent, encore une fois, connaissent ma vision, mon approche, mes petites spécialités, tu vois, un peu plus précises et tout.
Et du coup, naturellement, on va penser à moi pour X ou Y intervention ou service, ou voilà. Et ça, c'est la puissance du personal branding fois 1000, quoi. Genre là, à la fin de TPF, moi, j'avais quand même peur, tu vois, de ce qu'allait se passer. Bien sûr. Et en fait, j'ai été choquée de voir toutes les portes qui se sont ouvertes. Du fait que j'ai plus TPF, les gens se sont dit, elle est plus dispo, je pense, tu vois, il y a eu un truc comme ça. Et du coup, on s'est mis à me proposer plein de trucs grâce à ça. Donc, Je suis d'accord, je pense que le personal branding, c'est vraiment une arme pour développer un business spécifique, comme tu l'as dit, parce que tu fais du storytelling, tu racontes une histoire, tu embarques les gens dans ton univers, et je parle pas de vie privée, je parle vraiment d'emmener les gens dans ton univers à toi d'entrepreneur, partager tes coulisses, etc., partager ta vision de la vie, tes convictions, ton métier. Mais je pense aussi que c'est extrêmement puissant dans les pivots. Et du coup, c'est intéressant que tu le mentionnes, parce que, et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant de parler de ton parcours, parce que pour moi, c'est là la force du personal branding, c'est de dire qu'en fait, dès le début, tu montres tes différentes facettes, et même si elles ne sont pas toujours 100% cohérentes avec le business que tu fais aujourd'hui, de dès le début avoir une posture de, en fait, je ne suis pas que mon business, je suis une personne qui a ce business, mais j'ai ma propre marque qui a évidemment des choses cohérentes, mais qui a aussi des choses différentes. Je pense que l'afficher dès le début, ça te permet que quand dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, parce que je veux dire en tant qu'entrepreneur, on a 1000 projets à la seconde, c'est quand même très rare les entrepreneurs qui ne font pas de pivot. Et pour moi, c'est ça aussi le pouvoir de la marque personnelle, c'est qu'il est transposable d'un business à un autre, parce que finalement, ton business, c'est toi. Et donc, même si tu changes de business, même si tu changes complètement, tant que tu ne changes pas de personnalité, a priori, ça marche aussi. Et je trouve ça super puissant. Et il y a même un truc très drôle par rapport à ça, c'est que moi, j'ai fait tellement de pivots, j'ai fait tellement, tu vois, j'ai beaucoup coup de tête et tout, je teste des trucs, oh non, ça finalement ça va pas et tout, mais je le montre beaucoup en public. Du coup, les gens, au fur et à mesure, genre ne sont plus étonnés du tout que voilà, je fasse ce genre de move et ils sont en mode, oui, c'est du toi, quoi. Voilà. Et en fait, du coup, c'est carrément devenu une partie de mon personal branding que de faire plein de projets, etc. Donc, pour toutes les personnes, tu vois, qui se disent, ah non, c'est pas cohérent, j'ai trop d'idées, il y a trop de choses, machin, un truc. Bon, certes, ça peut poser problème. Je suis la première à dire qu'il faut prioriser et tout par moment et tout. Mais en termes de personal branding, ça peut totalement être finalement une image parmi d'autres, une identité parmi d'autres, que d'être la personne qui fait plein de trucs, etc. Et moi aujourd'hui, on me reconnaît pour ça, tu vois, quand je demande aux gens pourquoi, voilà, à quoi vous m'associez et tout, c'est beaucoup l'action, le fait que t'oses, que tu te plantes, t'essayes, tu te plantes, tu t'en fous, tu recommences, tu fais autre chose et tout. Et donc en fait, du coup maintenant je suis méga libre de le faire encore et encore parce que finalement les gens ne sont même plus étonnés de ça et me suivent presque pour ça, tu vois. Donc c'est trop bien parce que ça me laisse une liberté de fou dans mes projets, de plus me bloquer en me disant ah non, ça va pas être cohérent, non, j'essaye un truc et voilà. Et je le documente et en fait ça donne l'autorisation aussi quelque part à tout le monde d'essayer, d'échouer et de recommencer. Donc je trouve ça cool. Excellent, c'est trop bien. Et tu as déjà un petit peu abordé le sujet, mais est-ce que tu penses que le personal branding, c'est applicable à tout le monde ? Est-ce que tu penses que tous les entrepreneurs et tous les entrepreneurs peuvent adopter une stratégie de personal branding et que ça peut leur servir dans tous les cas ? Je pense que c'est toujours possible parce qu'il y a plein de façons de le faire différentes. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste montrer sa tête et il y a même des personnes qui le font sans montrer leur tête. Même si bien sûr ça accélère quand même le fait de pouvoir identifier un visage sur un nom. Ça crée de la confiance, ça crée la proximité. Voilà, ça accélère je pense l'aspect proximité et tout, mais ceci dit c'est même pas obligatoire. Et au-delà de ça, c'est surtout que quelqu'un qui montre juste sa tête mais qui ne dit rien d'autre, ça va pas être un personal branding puissant du tout, tu vois. Donc ça réside pas là-dedans. Et du coup, il y a plein de façons de le faire. Et après, ça, c'est pareil, ça vient souvent en coaching, la question de oui, mais qu'est-ce que je dis ? Enfin, je veux pas trop montrer ma vie perso et tout. Et en fait, on se rend pas compte, mais on peut dire des choses de soi sans raconter sa vie. Sans se révéler. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et du coup, en fait, il y a autant de façons de le faire que de personnes sur Terre, tu vois, et que d'entrepreneurs. Donc oui, je pense que tout le monde peut le faire. Après, je dis pas que c'est la seule stratégie et tout, mais on va pas se mentir. Pour ce qui est en tout cas du long terme, en fait, le personal branding, c'est un asset vraiment sur le long terme. Alors qu'une boîte, même si elle cartonne à un moment et tout, si à un moment elle crache, tu as zéro personal branding, le rebond, il va forcément être moins rapide, je pense, que quand tu as une personal brand. Donc moi, j'aurais tendance à dire, si ça te fait un minimum kiffer ou si tu en vois vraiment l'intérêt, c'est toujours pertinent. Après, je dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est un vrai asset, tu vois. Complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une question d'adapter la stratégie à ton envie, à tes besoins, et de vraiment creuser, de dire concrètement c'est quoi l'intention. Et effectivement, c'est de partager ta vision, d'emmener les gens dans ton univers,
de créer quelque chose autour de toi et que tu as plein de manières de le faire. Et moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup quand je fais des masterclass sur le sujet. En fait, il y a plein de manières de faire du personal branding. Tu n'es pas obligé de révéler toute ta vie privée pour faire du personal branding. Tu n'es pas obligé de montrer ce que tu manges le matin. Tu n'es pas obligé de montrer que tu es marié, tu as des enfants ou pas d'enfants. En fait, tu n'es pas obligé de montrer ta vie privée. Par contre, il faut juste montrer des facettes. Moi, j'utilise beaucoup le terme de facettes parce que j'adore les boules disco. Et que du coup, c'est très cohérent. Je trouve ça très imagé. Et donc, pour moi, tu as plein de facettes différentes. Et il faut juste choisir quelles sont les facettes que tu as envie de montrer par rapport à l'image que tu as envie que les gens de toi, et par rapport au business que tu mènes, par rapport au business que tu envisages de mener plus tard. Et du coup, ça veut dire, toi, en tant qu'humain, on a tous plein de facettes. La question, c'est lesquelles tu as envie de montrer au monde là maintenant. Et d'en choisir plusieurs et de ne pas te concentrer sur une et de dire ok, bah là j'ai envie d'accentuer sur ça, là j'ai envie d'accentuer sur ça, et de se dire que tout évolue parce qu'on est humain et qu'on évolue et c'est ok. Clairement. Et en plus, il y a le... Tu vois, il y a le fait de montrer les choses dans le sens les dire avec des mots, et il y a le fait d'incarner sans forcément raconter ça. Tu vois, par exemple, si je donne un exemple concret, dans moi, ce à quoi les gens m'identifient aujourd'hui, bah, par exemple, tu vois, le fait d'itérer, de tester plein de trucs et tout. Au final, je fais pas forcément... Alors, maintenant, avec le recul, je commence à en faire un petit peu, mais pendant tout mon parcours, j'ai pas forcément fait des posts où je dis bah moi j'essaye, après je teste, après nanana. En fait, je l'ai fait. Et du coup, naturellement, bah, les gens voient que je le fais et donc m'identifient à ça. Mais en fait, c'est pas ça dont je parlais, tu vois, en soi. Et du coup, il y a vraiment aussi cette différence entre dire les choses et juste les incarner en les vivant et juste en les partageant. Et du coup, des fois, t'as pas forcément besoin de le dire. Tu vois, les gens le voient, que tu fais ce truc-là, ou que tu agis comme ça, ou que ou même le ton, par exemple, tu vois, le ton dans le wording de tes textes et quoi. Le ton que tu emploies dit déjà quelque chose de toi, sans même que tu aies à le dire, entre guillemets, tu vois. Et donc, il y a plein comme ça de petits leviers pour dire des choses de soi de façon détournée, quoi. Ouais, show, don't tell. C'est-à-dire, en fait, montre, agis. Enfin, les actions sont plus parlantes que les mots, etc. Enfin, en fait, il y a plein de manières, juste agis de la manière dont tu as envie d'agir. Et en fait, les gens, si c'est aligné, les gens vont faire le match. Ok, trop intéressant. Et est-ce que, du coup, on a déjà parlé de ce que ça peut apporter aux entrepreneurs. Donc, pour récapituler, ça peut apporter de l'aide pour créer une communauté autour d'un projet, donc développer une entreprise. Ça peut être aussi un atout pour pivoter et avoir une vision dans le temps. Pour toi, c'est quoi vraiment le truc game changer du personal branding pour les entrepreneurs aujourd'hui ? C'est la liberté que ça apporte derrière au niveau de tes projets. Et je pense que ça ouvre la porte à vraiment tout devient possible à partir du moment où les gens te suivent pour toi, pour ce que t'es, pour tes valeurs et tout. Ça veut pas dire qu'il y en a que tout le monde va te suivre pendant tout le long de ton parcours, mais ça veut quand même dire que t'as comme des cheerleaders en permanence derrière toi et t'en as de plus en plus généralement, voilà. Et en fait, ça ouvre le champ des possibles de fou, quoi, en termes de projets. Et même au-delà du pro pur et dur, tu peux imaginer plein de choses. Tu vois, faire une action associative, caritative, tu peux plein de trucs, tu peux créer des mouvements, tu peux t'associer à plein de gens, à des marques, ça ouvre tout le champ des possibles et je pense que c'est ça qui est le plus magique. Et pour toi, c'est quoi le secret des entrepreneurs qui réussissent justement à créer un personal branding impactant, mémorable ? Est-ce qu'il y a 2-3 choses où tu dis ça c'est game changer ? Ça fait toute la diff. Je pense qu'il y a l'aspect, ça je l'ai dit vite fait tout à l'heure, mais tu vois, la prise de position et quand on dit prise de position, des fois on pense à forcément clivant, tu vois. Il y a beaucoup ce truc de faut être clivant et tout qui ressort. Moi, je pense pas qu'on ait forcément besoin d'être clivant. Par contre, je pense qu'il faut apporter une vision spécifique et propre à soi, tu vois. Si tu dis des choses que n'importe qui pourrait dire de la même manière, tu dis rien de toi. Enfin, c'est pas du personal branding, tu vois. Et du coup, il y a vraiment ce truc d'apporter, je pense, sa vision d'un truc, mais que tu peux nuancer, mais apporte quelque chose vraiment de toi, quoi. Donc, il y a ce truc-là. L'autre qui me semble évident, c'est la vulnérabilité. Parce que sans ça, on le voit même, tu vois, en vrai, dans la vraie vie, dès que dans une conversation, il y a une personne qui se livre, dans un groupe par exemple, tout le monde se met à se livrer, ça devient une conversation d'un coup beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde et tout. Et en fait, c'est pareil sur les réseaux et ça donne l'autorisation aux autres de se rendre plus vulnérables et ça connecte surtout, les gens s'identifient beaucoup plus et donc ça connecte avec l'audience. Donc la vulnérabilité, 100%.
Et il y a un autre truc intéressant, j'aurais pu dire aussi l'authenticité, mais bon, c'est tellement, on l'a Le entendu mot est et un peu réentendu. galvaudé. Ouais, Mais in fine, je trouve que le mot est galvaudé, mais pour autant, moi c'est quand même un mot que j'utilise. Parce que oui, on l'a beaucoup entendu, mais on l'a peut-être aussi beaucoup entendu pour une raison. Et je pense que malgré tout, c'est lié à ça. Ouais. Et je pense qu'il faut être vrai, il ne faut pas essayer de porter un masque. Moi je dis souvent à mes clients, genre, on enlève les masques. Genre qui tu es, qui tu veux être. Et en fait, c'est ça qu'on va montrer. Et tu n'as pas besoin de te positionner d'une telle manière, de telle manière. Et donc, je suis d'accord qu'on l'a beaucoup entendu, et pour autant, je trouve que malgré tout, il est intéressant. Bah, il est réel. Enfin, c'est vraiment. Mais c'est juste que des fois, c'est. En fait, le mot authentique, c'est surtout qu'on voit à peu près ce qu'on veut dire, mais on ne voit pas comment le faire quand on n'y arrive pas. Donc, c'est un peu chiant parce que c'est un conseil un peu parfois frustrant, je dirais. Mais l'autre truc qu'on m'a fait ressortir, moi, que je trouve hyper intéressant, que je faisais de manière inconsciente, mais du coup, moi, je me montre plutôt vulnérable. Et à la fois, genre, je ne me rendais pas compte que parfois des posts l'étaient autant. Genre, en fait, on m'a écrit parfois après des posts ou quoi, en disant merci de te rendre si vulnérable. Et moi, j'étais là, ah bon, je me suis vraiment rendue si vulnérable que ça, tu vois, genre, limite, ça me faisait douter. Et à la fois, voilà, ça m'a pas empêché de le faire et tout. Et en fait, en parallèle de ça, on m'a aussi dit, c'est marrant parce que à la fois, on sent de ouf ta vulnérabilité, et à la fois, on sent une force qui fait que tu es presque intouchable. Et ce truc-là, je pense qu'il est hyper puissant pour les personnes qui veulent faire de l'inspirationnel. C'est-à-dire trouver la balance entre tu te montres vulnérable, mais à la fois tu montres toujours ce que tu en ressors de positif, ce que tu en as appris. Tu vois, toujours avoir des conclusions un peu plus vertueuses, on va dire, des fois. Pas juste uniquement la vulnérabilité, qui peut être bien aussi, hein, mais moi j'aime bien toujours faire ressortir un truc plus positif, plus boostant, motivant, d'une manière ou d'une autre, ou un apprentissage à minima. Et ce truc-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur en se montrant vulnérables d'avoir l'air faible. Et je trouve que là, quand tu trouves cette balance-là, finalement tu deviens inspirant. Tu vois, En fait, c'est de partager tes apprentissages, pas juste tes échecs. De dire, ok, j'ai échoué là-dessus, ou j'ai une difficulté là-dessus, ou je me sens pas bien par rapport à ça. Et c'est pas juste de t'arrêter là, et c'est de dire concrètement qu'est-ce que ça m'apporte, en quoi ça vient me challenger, c'est quoi l'apprentissage que j'en tire, comment je peux transmettre cet apprentissage aux autres. Et je suis complètement d'accord, c'est pas juste de dire, c'est pas juste te filmer. Enfin, moi je vois des fois des clients qui me disent ah mais je vais pas me filmer en train de pleurer dans mon salon quand il y a un problème. Et tu dis en fait c'est pas ça le personal branding. Le personal branding, c'est de dire ok, potentiellement tu peux avoir des moments down et c'est ok d'être vulnérable, je te rejoins complètement, et de dire ok, j'ai cette vulnérabilité, il s'est passé ça, et de pas s'arrêter là. Exactement. Et de dire concrètement qu'est-ce que ça me challenge, qu'est-ce que ça m'aide à avancer, enfin en fait qu'est-ce que ça me permet de faire aujourd'hui, et de connecter sur ça. Et je suis complètement d'accord de ne pas rester dans un truc très down et de passer ton temps à ressasser, à passer que du négatif, parce que je pense, enfin moi une de mes convictions c'est que on est attiré par les gens qui nous procurent de la joie, on est attiré par les gens qui nous procurent des émotions positives. Et donc même s'il peut y avoir parfois un côté un peu voyeurisme, de voir des gens qui sont très dans la plainte, d'entrer dans le down, il peut y avoir un côté voyeuriste, donc ils peuvent créer des grosses communautés, mais pour autant, je pense que tu ne crées pas de vraies connexions, tu ne crées pas de vrai attachement, c'est plus du voyeurisme. Et pour moi, pour créer la connexion, pour créer l'attachement, il faut effectivement ajouter cet onglet apprentissage, inspiration, développement et positif à ta partie vulnérabilité, pour que tu aies vraiment le mix entre les deux et que tu dis ok, elle a partagé son échec, c'est ultra courageux de sa part, et derrière, elle en a retiré ça, c'est incroyable. Et donc là, tu as ce côté inspirationnel. Complètement. Et en plus, il y a le côté attachement à l'audience, mais il y a aussi le côté, on y revient, mais l'impact que tu as sur les autres. Si tu broies du noir et que tu partages juste ton broyage de noir, en fait, cercle vicieux, tout le monde s'entraîne dans un truc pas ouf, quoi. C'est pas sympa. Et pour autant, tu vois, c'est compréhensible que parfois ce soit dur pour quelqu'un quand tu es dans le down, de ressortir quelque chose de positif et tout, mais dans ce cas-là, peut-être soit juste attendre un petit peu d'avoir le recul, ou alors, c'est pas grave, s'il y a quelques contenus où juste c'est le down et on le montre tel quel et c'est ok, mais genre qu'il y ait au moins des moments et des contenus pour compenser un peu ce truc-là, et qu'au global, il en ressorte quand même quelque chose. Pour moi, c'est trop important. Et pareil, un truc qu'on me ressort souvent, c'est le fait que j'ai constaté un truc, voilà, et du coup ça peut rendre un peu vulnérable parce que ça m'a challengé et tout. Bim, j'ai pris cette décision-là parce que ça. Et à chaque fois je dis, du coup comme j'ai vu ça, vécu ce truc-là, j'ai pris cette décision-là et ça m'a amené à ça. Et le côté de la décision que j'ai prise par rapport à ce qui s'est passé et ce que j'ai ressenti, ça je sais qu'on me le ressort souvent, parce que je pense que la prise de décision parfois pour beaucoup de personnes elle est difficile, elle est longue et tout dans le temps, et en fait moi je réagis du tac au tac, je vais prendre une décision qui va changer la donne, et ça aussi je pense que c'est un truc intéressant à raconter, parce que ça montre qu'en fait tu peux faire switcher n'importe quoi très vite si tu prends des décisions. C'est juste. C'est quoi pour toi le gros challenge
auxquels sont confrontés les entrepreneurs quand il s'agit de développer leur activité de manière très large, genre le truc qui peut vraiment les bloquer et la décision que toi tu prendrais si tu étais à leur place pour aller au-delà de cette difficulté. Intéressant. Je te challenge un peu là. Il y a 2 choses qui me viennent. Attends, je choisis. Je prends une décision. C'est bien, ouais, ok, preuve par l'exemple, on adore. Sur le long terme, parce que l'entrepreneuriat, on le dit souvent, c'est un marathon, c'est quelque chose de long terme. C'est normal que tout prenne du temps. Et pour tenir sur le long terme, je pense qu'il faut cet alignement, il faut faire des choses qui nous donnent de l'énergie et pas que des choses qui nous drainent, etc. Et donc je pense que le plus gros écueil que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent de faire de mettre en place telle prestation, tel service, ou de modifier leur offre et tout, en fonction uniquement de l'extérieur, entre guillemets, donc ce que font les autres, les résultats des autres, les injonctions, le besoin d'argent, etc., la peur du manque et tout. Et trop peu de personnes qui créent à partir d'elles. Et même si, bien sûr, c'est une balance à trouver, il faut toujours être à l'écoute de son marché, bien sûr. Je suis la première à dire qu'il faut itérer, aller faire des interviews clients idéal et tout. Mais je pense qu'il ne faut jamais cutter le lien avec le soi profond, le pourquoi, voilà. Et être hyper à l'écoute de ce qui nous donne de l'énergie et tout. Parce qu'en fait, il se passe vraiment un truc magique et qu'on ne sait pas expliquer, mais je pense enfin, tu vois, dès que tu as quelques années d'entrepreneuriat derrière toi, on est tous, il y a une espèce de consensus autour de ça, même si c'est pas explicable. Mais il se passe un truc magique quand tu es 100% aligné et que tu concentres ton énergie, ton temps sur les choses qui te font vraiment vibrer. Je dirais pas que tout devient facile parce qu'il y a toujours des challenges et tout. Mais tu sens que ça se débloque et qu'en fait les paliers, genre tu prends conscience de ta valeur, le syndrome de l'imposteur, il a beaucoup moins sa place, tu reçois plus naturellement des opportunités et tout. Donc je dirais vraiment genre, moi ce que je vois c'est des personnes désalignées et que la clé c'est d'aller chercher cet alignement même si c'est un chemin. Encore une fois, ça demande des réalignements constants, tu vois. Genre moi je me réaligne tous les 3 mois, voilà. Mais ce truc-là, pour moi c'est la clé de beaucoup de choses, tu vois. Complètement aligné. Et c'est vrai que ça reboucle sur le sujet de créer un business au service de sa vie. Moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup et je suis vraiment preach sur le côté, genre on a tendance à créer un business pour nos clients et à s'oublier dans l'équation. Et en fait, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les programmes d'accompagnement parfois de jeunes entrepreneurs. C'est va chercher ton marché, trouve une niche, essaie de coller à un client idéal et ton client, il faut le connaître par cœur, il faut faire ça, c'est quoi son besoin. Et finalement, on ne te demande pas vraiment, et toi, c'est quoi ton mode de fonctionnement idéal? Et ça, moi, dès le début, c'est quelque chose qui m'avait un peu dérangée. Et je me souviens me dire dès le début, ok, je sais que mon client, il est peut-être habitué à ça, mais ça va pas me convenir. Exemple, dans la photo, il y a beaucoup de photographes qui, tu fais un call de 20 minutes pour grosso modo définir un peu la veille de ton shooting, tu arrives le jour J, tu shootes, tu repars. Ok, en fait, ça leur va bien. Et il y a un côté très artiste. Donc, en gros, on m'envoie des fichiers 2 jours avant, 3 jours après. Je reçois les trucs un peu au fil de l'eau sur un WhatsApp. Et puis, je fais un mood board comme ça quelques jours avant. Et puis, c'est fluide, c'est créatif. Vraiment, c'est le flow. Et moi, ça me va pas du tout. Parce que je suis une ancienne consultante en stratégie et en orga, que j'aime bien quand c'est processé et que je suis convaincue qu'un bon processus, en fait, c'est donner la même expérience à tous tes clients. Et ça, c'est ultra précieux. Je attache beaucoup d'importance à l'expérience client. Et je me dis, si je le fais de manière fluide, artistique, en fonction de mon énergie du moment, ça va être inégal. Ça va être inégal. Et donc mon client, il n'aura pas forcément la même expérience qu'un deuxième client, qu'un troisième client, qu'un quatrième. Et ça me posait problème. Et au-delà de ça, je suis aussi convaincue qu'un shooting photo, c'est pas juste des belles photos, c'est des photos qui sont stratégiques, qui sont percutantes, qui sont impactantes. Ça implique de la préparation. Et du coup, dès le début, j'ai eu un peu ce prisme de me dire, ok, je comprends bien que la majorité des entrepreneurs sont habitués à juste venir en shooting 1 heure, tu repars avec 40 photos et on n'en parle plus. Et tout de suite, je me dis, ok, ça ne convient pas à la fois mon mode de fonctionnement. Moi, j'ai besoin d'être en préparation, j'ai besoin d'être en maîtrise, j'ai besoin de pouvoir créer le côté créatif, mais en amont de la séance, pour que le jour de la séance, je me sente complètement libre de juste discuter avec mon client et de ne pas me dire, attends, qu'est-ce que je dois faire comme pose après? Ah mince, il n'avait pas paru la bonne tenue. Non, ça ne me va pas du tout. Et du coup, dès le début, j'ai eu ce truc de me dire, ok, en fait, mon client, il est habitué à ça. Mais moi, mon besoin et ma conviction profonde en tant que photographe, c'est ça. Et du coup, plutôt que de me dire c'est pas possible parce que mon client il est habitué à ça, je me suis dit ok, je vais éduquer mon client. Et du coup, je fais beaucoup de contenu autour d'eux. En fait, c'est quoi des photos stratégiques et notamment des photos de branding. Du coup, ça me parle vachement de dire en fait à un moment, c'est quoi toi ton mode de fonctionnement idéal, c'est quoi tes convictions et de pas se dire ça n'existe pas ou mon client il a pas envie de ça. De dire en fait un marché ça s'éduque, ça se crée même potentiellement.
Et dans tous les cas, sur le long terme, c'est plus durable. Parce que si je Complètement. m'étais forcée à faire un truc dans le flow, où ça part dans tous les sens, où c'est très créatif, en fait, je sais qu'aujourd'hui, je n'aurais pas le même impact. C'est Je ne sûr. serais pas vue comme une experte sur mon domaine. Et au-delà de ça, je ne serais pas heureuse. Et oui, c'est ce qui te Et je fait ne serais pas avancer alignée, sereinement, en fait. Je ne serais pas alignée. Complètement. Et du coup, ça me parle beaucoup. C'est trop important. Mais c'est normal aussi que, si jamais il y a des personnes qui démarrent tout juste, qui nous regardent, qu'au début, ce soit difficile de savoir précisément ce dont on a besoin justement. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui s'affine avec le temps et en essayant, encore une fois, en se plantant et tout, et qui d'ailleurs qui dure, je pense, toute la vie, de se comprendre. Enfin, c'est de la connaissance de soi en fait, mais ça vient aussi en vivant des trucs qui nous conviennent pas et du coup on se dit ah non, ça par exemple, c'est non. Tu vois, un business model, moi par exemple, là, le membership avec TPF, je me suis dit, ça non, ce sera pas mon business model. Après, tu vois, j'ai fait des incubateurs de start-up, je me suis dit, ah moi, le modèle start-up, ça me va pas. Après, tu vois, je vois des gens bosser 70 heures semaine, ah ça je ne veux pas, etc. Et en fait, par élimination, tu peux aussi trouver, quand au début tu sais pas directement, tu le sens pas aussi, toi tu as l'air de l'avoir senti très rapidement. Mais peut-être que voilà, pour des personnes qui n'ont pas tu vois, déjà des années d'expérience pro avant ou quoi, en fait, le mieux c'est de tester mais de ne pas hésiter à éliminer ce qui n'est pas convenu. C'est ça. Et je pense que ce que je relierai à ça, c'est la capacité à échouer et à retomber et en fait s'autoriser à changer d'avis. Et je pense que moi, c'est un truc qui m'a vraiment débloqué des choses, de me dire en fait, c'est pas parce que je prends une décision maintenant, à l'instant T, que ce sera toujours la bonne décision dans 1 an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. En fait, je pense que tout va tellement vite. Dans mon cerveau, ça va très vite. Dans ton cerveau, ça va très vite aussi, je sais. Et je pense que s'autoriser à se dire, ok, je prends une décision parce qu'aujourd'hui, c'est celle qui correspond à ce que je connais du marché, de mon envie, de mes besoins. Mais qu'en fait, si dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 jours, je me rends compte que c'est pas la bonne, et bah on change et c'est ok. Et pour moi, c'est aussi ça la grande force de l'entrepreneuriat. C'est qu'on se crée le business qui correspond à nos envies, à nos zones de génie, à tout ce qu'on veut. Et effectivement, je pense que c'est un bon message à transmettre, de dire en fait, c'est pas parce que tu prends une décision là, que tu as une stratégie business, que tu as envie de tester, que ce sera forcément la bonne décision après. Et c'est ok d'itérer, de changer d'avis, de se planter. Et je trouve que dès que tu acceptes ça, tu respires. Tu respires. Enfin, la seule chose qui peut faire qu'une décision, in fine, est mauvaise, c'est si tu restes bloqué dedans alors que c'est pas ce dont tu as besoin. Et en fait, si juste tu sais après adapter, ajuster au fur et à mesure, au final, ce sera une bonne décision parce que tu diras heureusement que j'ai pris cette décision-là, même si, tu vois, aujourd'hui, j'en suis pas là où je pensais arriver en prenant la décision initialement. Le fait de t'être adapté fait que tu en arrives à un truc qui est plus aligné et tu te dis heureusement qu'à ce moment-là, j'ai pris cette décision-là. La seule chose, le seul truc qui peut te faire regretter vraiment une décision, c'est si tu restes bloqué dedans alors que ça te correspond pas, quoi. Voilà, on reboucle sur la prise de décision. Exactement. Et sur le fait d'être aligné à soi, de prendre des décisions en fonction de tes envies, tes valeurs, etc. Trop cool. Trop chouette. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais dire vraiment pour boucler un peu ce qu'on s'est dit là, où tu te dis ça, c'est important qu'un entrepreneur ou qu'une entrepreneur qui nous écoute se dise je repars avec ça. Tu vois, un apprentissage, un déclic, un échec que tu as transformé, vraiment un truc où tu dis ça, j'ai envie qu'ils repartent avec ça. Si je dois conclure avec un truc un peu, tu vois, global sur tout mon parcours, le truc que j'ai trop envie de transmettre aujourd'hui, c'est ce champ des possibles qui est vraiment beaucoup plus large que ce qu'on pense quand on démarre, quand on a peu de moyens, qu'on a peu de réseau, enfin tu vois, qu'on a peu de ressources en fait de manière générale. Forcément, on est un peu limité dans le champ des possibles et en fait, vraiment, tout devient possible dès qu'on construit un peu des assets dont on a parlé, tu vois, le personal branding, le réseau, enfin il y a plein de choses, plein de façons de le faire, mais en fait tout est possible, vraiment c'est un truc de fou là, tu vois, en côtoyant plein de créateurs et tout, tu te rends compte que tout est possible, mais vraiment des projets de zinzin, des trucs complètement lunaires et tout, tu peux absolument tout créer, tout faire, tout imaginer, et moi c'est ce truc là que j'ai trop envie de montrer à tout le monde, quoi, genre vraiment vous pouvez rêver grand, vous pouvez rêver loufoque, voilà, et tout réaliser, voilà, c'est ce truc d'espoir et d'envie d'action, quoi, de tester, d'y aller et de foncer. C'est trop beau. Voilà. Et complètement d'accord. Tout est possible. Vraiment. En vrai, on se met notre propre limite. On est souvent nos propres limites. Et en fait, une fois que tu comprends ça et que tu pètes le plafond, tu dis ok, en fait, je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux. Et ça te donne une vision de la vie qui est... C'est infini. C'est infini. Trop cool. Merci beaucoup, Emeline. J'aurais encore milliards de questions à te poser. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, d'avoir papoté avec moi dans ce super cadre de la Maison des Créateurs.
C'était trop cool. Merci à toi chouette. pour l'invitation. C'est passé trop vite. C'est passé beaucoup trop vite. J'ai adoré. Ouais. On va continuer en off. Trop cool. Trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je mettrai dans la description tous les liens d'Emeline pour savoir où tu peux la retrouver, comment tu peux découvrir son travail. Est-ce que tu peux nous dire où te suivre, où suivre tes aventures d'entrepreneur? Ouais, si je dois choisir un canal, je dirais Instagram, donc emeline.lcy. Je partage tous les jours en story et à partir d'Instagram, je renvoie vers mon podcast, ma newsletter. Donc, Du coup, si on veut suivre tes aventures, on te retrouve sur Instagram et je mettrai forcément le lien en description. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, c'était trop chouette et j'espère que toi aussi qui regardes cette vidéo, ça t'a plu. J'espère que cette discussion en mode complètement informel, tasse de thé dans l'herbe, t'a intéressé. Le but, c'est que ce soit des conversations très informelles, juste toi et moi en chit-chat, comme si j'étais avec une copine dans un champ. pour être honnête, j'ai un peu oublié qu'ils étaient là, Voilà. donc c'était totalement ça. C'est complètement l'objectif. J'espère que ça t'a plu. Et si tu as des commentaires, des questions pour Emeline ou pour moi, vraiment n'hésite pas en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Bye bye!